des adultes cérébrolisés, on sait que dans les apraxies, il y a des lésions pariétales antérieures quand c'était dans les dyspraxies idéomotrices, plutôt en deux, c'est des dyspraxies plutôt des apraxies idéatoires. Donc on a pu déterminer en fonction du type d'AVC, de sa localisation, différents types d'apraxies chez l'adulte. Chez l'enfant, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des études qui ont été faites en imagerie fonctionnelle, dans celle-ci avec une tâche motrice, qui montre que les enfants qui ont un dyspraxie développementale ont un défaut d'activation dans les régions pariétales, comme si les réseaux pariétaux ne s'étaient pas mis en place. Nous, c'est un travail qu'on a fait, qu'on a déjà publié, celui-ci est en cours de publication, sur une tâche de réorientation spatiale. On s'aperçoit que les enfants qui ont un TAC doivent recruter beaucoup plus de ressources cérébrales pour réaliser les mêmes performances. Et donc ça met en jeu non seulement la région pariétale, bien sûr, mais aussi les régions frontales, striatales, et cervelues. Et si je devais résumer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la dyspraxie, on est parti dans les années 80-90 à partir des modèles adultes, de modèles très localisationnistes, comme si les troubles du langage et dyslexie c'était temporal, les troubles dyspraxie c'était pariétal. En fait, on s'aperçoit que pour apprendre et automatiser un geste, c'est l'ensemble du cerveau qui fonctionne. On a besoin à la fois des régions antérieures pour la planification, l'anticipation, les fonctions exécutives, la mémoire de travail. On a besoin bien sûr des régions pariétales du carrefour pariéto-occipital pour les gestes, les proxys, la coordination, l'ajustement postural. Et puis on a besoin aussi des régions postérieures pour le traitement visuospatial et visuoperspectif. Donc l'ensemble de ces régions font partie de réseaux qui vont permettre l'apprentissage et l'automatisation des différents gestes chez les enfants. Et ça explique aussi pourquoi vous avez des hétérogénéités selon que les troubles prédominent plutôt sur la partie antérieure du réseau, plutôt sur la partie médiane du réseau dans la région du carrefour, ou bien plutôt sur la région postérieure, vous avez plutôt des troubles visuoperceptifs et visuocognitifs. Je vais rester là peut-être pour les dyspraxies, alors je pense que vous peut-être pouvez faire les questions à la fin, ou est-ce qu'on fait les questions après chaque... samedi, vaut mieux... Bon, on continue. Après les exposés, peut-être. Après les deux exposés, qu'est-ce que vous préférez? Après les deux exposés. Je pense que c'est plus simple. Je vais parler maintenant des dyslexies. Alors, les dyslexies, c'est aussi un trouble spécifique d'apprentissage. Hein. Si on schématisait dans les troubles spécifiques d'apprentissage, vous avez des troubles spécifiques du langage, troubles de langage oral, donc en partie les troubles de dysphasie, troubles spécifiques de langage écrit, dyslexie d'orthographie. Puis là, on vient de parler parmi les troubles spécifiques non verbaux, les dyspraxies, les dyscalculies et les troubles déficit d'attention et hyperactivité. Donc, on reste bien dans ces troubles spécifiques, mais ici plutôt les troubles spécifiques touchant le langage et pour la dyslexie, le langage écrit. Alors, ces troubles spécifiques, ils représentent, je vous disais tout à l'heure, 4 à 6% de classe d'âge. Il y a une définition, ils sont considérés comme primaires. Primaire, ça ne veut pas dire qu'il y a une anomalie neuro-anatomique primaire. Ça veut dire qu'ils sont supposés développementaux et que c'est une anomalie de maturation, de développement des réseaux qui sous-tendent ces fonctions. Fonction de l'acquisition du langage écrit, de la lecture et de la transcription pour la dyslexie. C'est important parce qu'à un moment donné, certains ont pensé qu'on allait trouver, grâce à l'imagerie, des lésions, des anomalies anténatales qui expliqueraient. Ils sont indépendants de l'environnement socioculturel. Vous savez très bien qu'un enfant peut avoir du mal à apprendre à lire et écrire simplement parce qu'il n'a pas baigné dans un bain de langage ou qu'il est dans une situation socio-économique ou socio-familiale défavorisée. Et même quelquefois, quand ce n'est pas défavorisé, on a malheureusement de plus en plus d'enfants qui, très tôt, on voit des bébés dès les premiers mois de vie, on les plante devant la télévision pour être tranquille. Évidemment, s'il n'y a pas de stimulation, s'il n'y a pas au niveau du langage, avec des livres, avec des images, dans des interrelations entre l'enfant et ses parents, ça peut conduire aussi à des difficultés, à des défauts de maturation des zones du langage, et oral, et ensuite écrit. Donc c'est pas forcément non plus lié à des projets socioculturels, c'est pas un bas niveau socioculturel, c'est vraiment des habitudes, et vraiment actuellement qui nous posent des problèmes selon ces enfants qui passent beaucoup trop de temps devant la télévision. Il est écrit à l'exclusion, on élimine les causes psychogènes, l'enfant qui ne veut pas écrire ou qui ne peut pas parce qu'il est complètement déprimé, qu'il est utile, des causes éducatives, sociales. Il faut bien sûr que l'enfant ne soit pas déficient, parce qu'un enfant déficient, évidemment, a du mal à apprendre à lire et écrire. Pas dyslexique, c'est à cause de sa déficience. Il n'y a pas de déficit sensoriel, il faut vérifier que l'enfant ait une vue, une audition qui soit normale. Il ne faut pas que ce soit en lien direct avec une pathologie neurologique. Là encore, le mot direct est important. Si un enfant a un trouble neuromoteur ou neurovisuel, une pathologie métabolique ou dégénérative qui explique
s'occupe des lésions cérébrales, directement la cause du trouble de l'apprentissage de la lecture ou des dyspraxies, évidemment, n'est pas dans une dyspraxie. C'est l'exemple de la dystrophie de tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui a une pathologie neurologique ne puisse pas avoir un trouble spécifique. Un enfant peut avoir une épilepsie, par exemple une épilepsie à poinçon orale, une épilepsie bénigne, idiopathique, et avoir une dyslexie. Après, il y a des liens. Est-ce que c'est le PCT qui est la cause de la dyslexie? Est-ce que c'est une dyslexie génétique familiale qui n'a rien à voir avec le PCT? Ou est-ce que des manifestations génétiques communes peuvent expliquer à la fois et la dyslexie et le PCT? C'est des questions qui ne sont pas encore résolues, mais on ne va pas exclure a priori du diagnostic de dyslexie un enfant parce qu'il aurait une PCT. La définition de l'OMS, elle est actuellement un peu floue, et c'est pour ça qu'on a quand même des critères qui sont plus précis, parce que la définition, c'est caractérisé par un retard dans l'acquisition du langage écrit d'au moins 18 mois à 2 ans. Si on suit cette définition, ça veut dire qu'il faudra attendre que l'enfant soit en fin de CE1 ou au début de CE2 pour pouvoir dire qu'il est dyslexique. On ne peut pas attendre qu'il ait 2 ans de retard pour commencer à faire quelque chose. Donc l'idée maintenant, c'est d'essayer de savoir quels sont les éléments prédictifs qui font penser que cet enfant est à risque de développer une dyslexie et qui permettent de le prendre en charge tôt, pas attendre qu'il ait 2 ans de retard. Donc il faut que ce soit durable, il faut que ce soit à l'exclusion des autres causes. Le diagnostic, il est purement clinique, il n'y a pas d'examen communautaire. Il y a des tests spécifiques, c'est des tests qui sont utilisés par les orthophonistes, comme l'Alouette ou la NEL, alors que l'Alouette, c'est un test simple qui pourrait être utilisé par tous les pédiatres. C'est un test qui ne veut rien dire. L'oiseau a millionné, enfin c'est une succession de mots sans qu'il n'y ait aucune signification sémantique, il n'y a pas de sens au niveau des phrases, et on va demander simplement à l'enfant à déchiffrer les mots, repérer un trouble de l'identification des mots. Donc il n'y a pas de sens. Bon, et on va chronométrer, après c'est étalonné en fonction de l'âge de l'enfant, on va à la fois chronométrer le temps qu'il va mettre pour lire, et puis également les erreurs qu'il va faire au niveau de la lecture. Mais sur vérifier d'autres compétences cognitives, donc toujours l'importance avec la psychologue scolaire de vérifier que l'enfant ne soit pas déficient. Donc il faut là encore une évaluation orthophonique, pour faire le bilan du langage, psychologique, vérifier quand même que l'enfant n'ait pas une inhibition anxieuse, une dépression qui l'empêcherait d'apprendre à lire, à écrire, ou rentrer dans l'apprentissage, et puis une évaluation neuropsychologique, ou du moins psychométrique, qui peut être faite par la psychologue scolaire, dont le but essentiel, c'est de vérifier que l'enfant ait une efficience intellectuelle normale. Alors, la dyslexie, ou je dirais dire plutôt les dyslexies, parce qu'il n'y a pas plus forme, là encore, c'est pas une maladie, c'est un syndrome. Ça représente seulement 25 à 30% des difficultés d'apprentissage de la lecture. Tous les enfants qui ont du mal à apprendre à lire et écrire n'ont pas de dyslexie. Actuellement, il y a un peu une dérive en France. Parce qu'on a créé en fait la possibilité d'avoir des auxiliaires de vie scolaire. Il faut passer par l'MDPH pour un diagnostic. Et actuellement, on voit de plus en plus les enseignants et les parents, dès qu'un enfant a des difficultés pour apprendre à lire et écrire, ils veulent qu'on lui mette une étiquette de dyslexie, ils disent quelque chose, pour faire reconnaître en fait un handicap à la maison départementale des personnes handicapées, qui permet d'obtenir en fait des aménagements pédagogiques, ce qui fait qu'on a une explosion de diagnostics de dyslexie chez des enfants qui ne sont pas tous dyslexiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider les enfants qui ont du mal à apprendre à lire et écrire et qui ne sont pas dyslexiques. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a cette dérive qui est importante actuellement. On voudrait maintenant que tout enfant qui ait du mal à l'école soit 10. L'enfant peut avoir des difficultés à l'école pour un tas de raisons. La prévalence est quand même au moins 4 à 6% dans la population générale. Les étiologies, on ne connaît pas la cause. Il y a manifestement une prédisposition génétique, donc des facteurs génétiques puissants. Dans 70% des cas, on trouve des antécédents familiaux, de retard dans le langage, oral ou écrit. Il y a 3 fois plus de garçons que de filles. Ça c'est un problème dans tous les trucs d'apprentissage, dans l'autisme, dans tout ce qui concerne le processus cognitif, les filles sont bien meilleures que nous. C'est toujours les garçons qui sont beaucoup plus atteints que les filles dans tous ces trucs. Il y a une piste qui pour l'instant n'a pas été confirmée, dite de certains gènes qui pourraient être inactivés, certains gènes situés sur le chromosome 6. C'est un travail génétique qui est en cours actuellement. Un programme qui s'appelle Génédis en France et qui est inclus dans un programme plus général qui s'appelle Neurodis, qui est un projet européen d'essayer de définir des gènes impliqués dans les troubles spécifiques d'apprentissage. Pour l'instant, on n'a pas identifié clairement des gènes à l'origine de la dyslexie, mais plutôt des facteurs génétiques qui pourraient être prédisposants ou créer une vulnérabilité génétique. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'aspect orthophonique, parce que c'est un élément qui est important.
à la fois à expliquer aux parents et à expliquer aux enseignants, parce que c'est ce qui va nous aider au niveau de la compréhension de ce que c'est que la dyslexie, mais qui va nous aider également dans les remédiations pédagogiques. Quand vous devez lire un mot, là c'est un mot régulier, chapeau, vous l'utilisez deux voies. Soit la voie d'adressage, qu'on appelle aussi la procédure lexicale, qui consiste à utiliser une analyse visuelle. Le mot chapeau, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, il est dans votre mémoire. Donc vous le reconnaissez visuellement. Donc ça va très vite. Vous lui donnez du sens, vous allez associer le chapeau à l'image d'un chapeau, et vous allez le lire. Donc c'est un mot régulier, connu. L'autre voie, c'est une voie d'assemblage, qui consiste à utiliser une procédure analytique, qui va dire, et c'est ce qu'utilisent les enfants quand ils ne connaissent pas le mot. Quand on doit apprendre un nouveau mot, si c'est un mot propre, par exemple, ou un mot étranger, il va falloir analyser les différents phonèmes, che, a, p, o, pour pouvoir assembler ces phonèmes et lire chapeau. On utilise tous ces deux voies. Au début, quand on a appris à lire, on a utilisé beaucoup la voie d'assemblage, et au fur et à mesure qu'on a appris les mots et qu'on les a mis dans notre mémoire visuelle, on a utilisé de plus en plus la voie d'adressage. Quand vous lisez un livre, vous lisez essentiellement avec la voie d'adressage, et puis de temps en temps, s'il y a un mot propre que vous ne connaissez pas, ou un mot étranger, un nouveau mot que vous n'avez jamais vu, là vous allez utiliser la voie d'assemblage. Si c'est un pseudo-mot qui ne veut rien dire, charotte par exemple, vous ne l'avez pas dans votre mémoire visuelle, vous êtes obligé d'utiliser la voie d'assemblage. Si c'est un mot irrégulier, vous ne pouvez pas utiliser la voie d'assemblage, parce que là, chao, non, ça se dit kao. Sauf qu'il faut l'avoir vu déjà, il faut avoir appris que ça se disait kao, donc on va utiliser la voie d'adressage. Qu'est-ce qui se passe dans la dyslexie? En fait, il y a des enfants qui ont une dyslexie phonologique, c'est-à-dire qu'ils sont incapables d'utiliser la voie d'assemblage, d'assembler les différents phonèmes. Certains enfants vont avoir une dyslexie qu'on appelle dyslexie visuelle, dyslexie de surface. Il y a un vieux terme aussi qui s'appelle dyslexie dyséinétique, qui est plus beaucoup utilisé, où ce sont des enfants qui vont avoir des difficultés dans l'analyse visuelle. Ce qu'on sait, c'est que la majorité des enfants dyslexiques ont des dyslexies phonologiques. Ça représente à peu près 60%, les 2 tiers. Les dyslexies visuelles de surface, ça représente à peu près 10%. Et puis il y a les enfants qui ont une dyslexie mixte, entre 30 et 40%, qui ont à la fois des troubles sur la voie phonologique et sur la voie visuelle. Alors vous comprenez bien que l'enfant qui a une dyslexie phonologique, il va utiliser sa voie d'adressage. Au début, ça va être difficile, mais si on a compris qu'il allait pouvoir apprendre à lire en utilisant sa mémoire visuelle et que progressivement il allait devenir un lecteur, il y a un tas de jeunes. Moi, j'ai une de mes assistantes qui est chef de clinique, qui est dyslexique, elle garde une dyslexie d'orthographie, mais elle lit de façon tout à fait fluente, elle bloque quand elle a un nouveau mot. Par contre, les enfants qui ont une dyslexie visuelle, eux ne peuvent pas avoir de connaissance visuelle des mots, donc ils sont toujours obligés d'utiliser la voie d'assemblage, ce qui est beaucoup plus coûteux. Je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez votre voie d'assemblage? C'est coûteux, c'est long, c'est difficile, on y arrive, mais c'est dur. Si vous deviez lire un roman de 400 pages comme ça, vous auriez un peu de mal. Si je vous le mets comme ça, c'est beaucoup plus facile, simplement parce que les mots, vous les connaissez, vous les reconnaissez visuellement. Donc, ici, vous utilisez votre voie d'assemblage, et ici, vous utilisez votre voie d'adressage. Il faut imaginer que les enfants qui ont une dyslexie visuelle ou une dyslexie mixte, ils lisent comme ça. Encore, c'est très long, c'est très coûteux, il faut leur laisser plus de temps. À l'inverse, si je fais ça un texte sur lequel j'ai volontairement mis des trous, vous pouvez le lire facilement parce que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les lettres, vous reconnaissez visuellement les mots, vous devinez, et donc là vous utilisez votre voie d'adressage. Donc les enfants qui ont une dyslexie phonologique peuvent lire en utilisant la voie d'adressage et ils vont bloquer. Donc ça va être difficile au début, mais dès qu'ils auront suffisamment de mots dans leur mémoire visuelle, s'ils n'ont plus de dyslexie phonologique, ils peuvent tout à fait être des lecteurs efficaces. Ils ont souvent des problèmes de conscience phonologique. La conscience phonologique, c'est la conscience qu'on a d'identifier, de manipuler les différents phonèmes d'un mot. Si je vous dis chocolat, il y a 3 phonèmes, choco et là. Si j'enlève le phonème du milieu, il reste chola. C'est important parce que vous verrez qu'on peut repérer précocement les troubles de la conscience phonologique, qui sont constants chez les enfants qui ont une dyslexie phonologique ou mixte. Or, c'est essentiel pour apprendre à manipuler les phonèmes et au départ pouvoir apprendre les prémices de la lecture. On fait des exercices dans pantalon, si j'enlève la première syllabe, la première pour dire à l'enfant, pantalon, j'enlève le premier morceau du mot, qu'est-ce qui reste? Il reste pantalon. Or, si j'enlève le morceau du milieu, il reste là. Si j'enlève le morceau de la fin, il reste pantalon. Donc, c'est ce qu'on peut faire dès l'école maternelle. Analyse vidéospatiale, là encore, j'ai dit tout à l'heure que les dyspraxiques avaient du mal
à orienter correctement dans l'espace et lettres. Beaucoup d'enfants dyslexiques ont aussi des problèmes dans l'analyse visuelle ou spatiale. Ils font des confusions, là encore, entre le U, le N, le B, le D, le P et le Q. Donc là encore, c'est une source de difficulté. Ce qui fait que ça entraîne des confusions dans des mots qui sont proches, hein, chien, niche, chine. Et donc, quand ils vont écrire, ils vont faire des confusions. Proche ou Porsche, par exemple. Ce sont ces enfants qui ont des problèmes de mémoire de travail. Alors, je vous rappelle que la mémoire de travail, c'est la mémoire à court terme qu'on utilise pour traiter l'information rapidement. Je prends toujours pour les parents et les enseignants l'image de l'ordinateur. Dans l'ordinateur, vous avez votre disque dur, hein, c'est votre mémoire morte, mémoire à long terme. Vous avez votre mémoire vive. La mémoire vive, c'est la mémoire de travail. C'est ce qui permet à l'ordinateur de travailler en temps réel. De temps en temps, l'ordinateur, il bug. Hein, il a votre mémoire vive, ça reproduit sa RAM. Là, c'est un peu la même chose. Ces enfants-là, ils ont une mémoire vive, hein, une mémoire de travail, qui fonctionne, mais qui fonctionne lentement. Hein, donc, si elle fonctionne lentement, quand vous devez lire une phrase, il faut bien que vous gardiez en tête le début de la phrase, pour que quand vous arriviez à la fin, vous la compreniez. Si je vous dis 3 x 5, il faut bien que vous gardiez en tête quelques instants 3 x 5, que vous manipuliez les informations pour faire l'opération. Tout ça, c'est la mémoire de travail. Or, les enfants dyslexiques ont des difficultés de mémoire de travail. Alors, les enfants qui ont une dyslexie phonologique ont surtout des problèmes de mémoire de travail auditivo-verbale. Les enfants qui ont des dyslexies visuelles ont surtout des problèmes de mémoire de travail viso-spatiale. Malheureusement, les enfants qui ont des dyslexies mixtes, à la fois et visuelles et phonologiques, ont des troubles de mémoire de travail dans à la fois les aspects et visuels et auditivo-verbaux. Les conséquences, les conséquences, c'est dans l'apprentissage de lecture, de la rapprochage des mots. La lenteur, ils sont beaucoup plus lents, maintenant vous comprenez pourquoi. Pour lire et comprendre les énoncés, mais y compris les énoncés d'autres matières. Vous faites un exercice de géographie, ben, s'ils n'arrivent pas à comprendre ou à lire correctement l'énoncé, ils sont en difficulté. La dysorthographie, la dysorthographie c'est quoi? C'est pas faire des fautes d'orthographe. Ce sont des enfants qui vont écrire comme ils entendent, qui vont écrire de façon phonétique. Donc ça va entraîner des erreurs qui sont plausibles, hein, au fond de finale, ils vont faire avec un P ou avec un H, Adi, on va oublier le H, ben, on va le simplifier et mettre BN, des différences orthographiques, quand ils vont l'écrire pied, ils vont l'écrire P, on va inverser le E et le I. Tout ça sont des erreurs. Je vais vous donner un exemple qui sera plus simple. Dysorthographie, c'est un cahier d'une jeune qui était en collège, et voilà ce qu'elle a écrit. Athènes, voyant arriver les bateaux, demande. C'est pas des fautes d'orthographe, c'est pas des fautes d'orthographe, d'accord, ou de grammaire, ça. Si je vous mets le texte en dessous, alors bon, c'est caricatural, ils ne sont pas tous des orthographies aussi massives, mais on en voit quand même régulièrement. En fait, c'est un texte dans lequel, vous voyez, Athènes, voyant arriver les bateaux, demanda de l'aide à Stratèphe et à Sparte, donc c'est dans la guerre de Troie, et voilà comment cette jeune l'écrivait. Donc quand on regarde un cahier, on peut très bien, sans être orthophoniste, faire la différence entre un enfant qui fait des fautes d'orthographe, de grammaire ou de syntaxe, d'accord, et un enfant qui a une dysorthographie, qui écrit de façon phonétique comme il entend. Donc les manifestations cliniques, c'est bien sûr des difficultés d'apprentissage du langage écrit, lecture, transcription, des difficultés à maîtriser le calcul. Ce sont des enfants qui ont un mal fou à apprendre les tables de multiplication. On comprend pourquoi ils ont des problèmes de mémoire de travail. Ils n'arrivent pas à apprendre la table de multiplication, la table de division. C'est pas la peine de s'acharner à leur faire recopier, on leur donne très rapidement une calculette. Ce sont des enfants qui ont du mal à apprendre leurs leçons. Évidemment, si on leur fait apprendre leurs leçons uniquement en lisant, alors qu'ils ont des problèmes de lecture, ils ne vont pas y arriver. Il y a un intérêt qu'ils entendent et qu'ils voient en même temps. Il faut utiliser à la fois le canal visuel et auditif. Il faut reformuler. Ils ont des difficultés à apprendre dans toutes les matières, puisque la lecture et l'écriture, c'est nécessaire pour toutes les autres matières. Et puis, ils sont là. Donc là encore, comme les pratiques, comme ils sont là, il faut leur laisser plus de temps. Et ça, c'est quelque chose qui est facile à organiser à l'école. Il y a des conséquences, des troubles du comportement. L'enfant, il a une médecine de soi, il n'est pas bien, ils peuvent devenir hyperactifs, parfois agressifs. Au contraire, ils peuvent parfois être déprimés, complètement inhibés, centres d'anxiété, des troubles du sommeil. On voit des enfants qui somatisent, qui consultent pour des céphalées. J'ai vu des enfants dont le diagnostic a été fait parce qu'ils consultaient pour des céphalées ou des douleurs abdominales. Il y a quelques enfants pour lesquels ça a parfois conduit à la phobie scolaire. Les troubles associés, donc les troubles anxieux, les souffrances psychiques, les somatisations, il ne faut pas le négliger. Ça fait partie de la prise en charge que de s'occuper de cette souffrance. Et le fait déjà de faire le diagnostic et de l'expliquer aux enseignants et que les enseignants disent, arrêtent de dire que c'est un enfant paresseux qui n'y arrive pas, mais aide l'enfant plutôt que de l'enfoncer, déjà, ça va participer au travail psychologique. Il ne faut pas banaliser, il ne faut pas sous-estimer, il faut expliquer aux parents, il faut expliquer le simple fait déjà d'expliquer ce que c'est que la dyslexie, ce qu'a l'enfant à ses parents et aux enseignants,
c'est déjà énorme, ça fait pas confiance, ça permet de faire des aménagements pédagogiques et ça permet en fait de redonner confiance à l'enfant et de pouvoir à nouveau progresser. Les troubles graphomoteurs, la dysgraphie là c'est fréquent, comme la dyspraxie, des difficultés attentionnelles, parce que là encore c'est très coûteux. L'enfant qui a du mal à lire, il faut bien imaginer qu'il va utiliser toutes ses ressources attentionnelles pour lire. Il n'a plus de ressources attentionnelles pour faire autre chose. Or en classe, il doit à la fois regarder au tableau, lire, écrire et écouter la maîtresse, il ne sait pas faire tout ça en même temps. Et donc il faut bien expliquer à l'enseignant qu'il ne peut pas partager ses ressources attentionnelles, donc soit il écoute, soit il lit, soit il écrit, mais pas les trois en même temps. La dyscalculie, donc c'est fréquent d'avoir des dyscalculies qui sont associées, et puis ils ont parfois des troubles praxiques. Donc ça c'est l'exemple de dysgraphie chez un enfant dyslexique. Donc toutes les dysgraphies ne sont pas des dyspraxies. On peut avoir des dysgraphies chez un enfant dyslexique, on peut avoir des dysgraphies chez un enfant dyspraxique. Alors, tous les troubles de la lecture ne sont pas dyslexies. Alors, il y a des limites nosologiques chez des enfants qui ont un retard de lecture plus modéré. Il y a d'autres causes, des causes psychopathologiques, des problèmes interculturels, chez des parents de migrants, et on parle toujours la langue étrangère à la maison, et du coup ils ont du mal à apprendre le langage français. L'efficience cognitive qui est faible, d'autres troubles instrumentaux, afin d'avoir une dyspraxie associée, des pathologies. Quel est l'intérêt du dépistage? Plus la prise en charge est précoce, meilleurs sont les résultats. D'où l'intérêt de ne pas attendre qu'il ait dans un retard, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça permet aussi de déculpabiliser et l'enfant et les parents, de débuter une rééducation avec l'orthophonie, et puis de parler d'un travail qui a été fait à Grenoble, prêté Michel Zorman, et que j'aime bien, qui permet en fait de voir qu'il y a une relation entre troubles du langage oral et le trouble du langage écrit et l'intérêt du dépistage. C'est une étude qu'ils ont faite chez les enfants en école maternelle, où on a fait un test en école maternelle en regardant d'une part des enfants qui avaient des troubles de la conscience phonologique, donc une manipulation des phonèmes, et dans la production de mots, des mots qu'ils connaissaient. Et on les a suivis jusqu'à la fin du CE1. Et vous regardez, ceux qui, en grande section à l'école maternelle, n'avaient pas de problème phonologique et pas de problème de production de langage oral, globalement, en fin de CE1, savaient lire et écrire. Ceux qui avaient des difficultés en grande section à l'école maternelle, 3% étaient faibles lecteurs, ça qu'ils disaient mal, et 1% seulement étaient non lecteurs. Donc 99% étaient lecteurs, dont 3% faibles lecteurs. Si on regarde par contre ceux qui avaient des problèmes phonologiques, qui n'avaient pas en grande section à l'école maternelle à faire des manipulations, chocolat, j'enlève le milieu du milieu, qu'est-ce qui reste? Ça, on peut le faire facilement à l'école maternelle. Ceux qui avaient des troubles de conscience phonologique, vous avez quand même 59% qui sont soit faibles lecteurs, soit non lecteurs en fin de CE1. Si on regarde ceux qui avaient des problèmes de production de langage oral, un retard de langage oral, on a quand même 64% qui ont des difficultés de lecture en fin de CE1. 44% qui ne sont pas lecteurs. Et quand on analyse les deux, ceux qui avaient à la fois et un retard de langage oral et des troubles de la conscience phonologique, on arrive à 82% de ces enfants qui ont des problèmes de lecture en fin de CE1. dont 60% parce que les 2 tiers ne sont pas lecteurs. Donc ça veut dire qu'on peut repérer à l'école maternelle, en faisant des choses très simples qui peuvent être faites par les enseignants, des facteurs de risque d'être non lecteur ou mauvais lecteur en fin de CE1. Et ça c'est important parce que ça permet d'anticiper et de prendre en charge précocement ces enfants, par l'éducation orthophonique, mais également par des aménagements pédagogiques, en leur laissant plus de temps, en fonction de la reformulation, au lieu d'attendre la fin de CE1 pour dire, au fois qu'elle fait l'orthophoniste qui vous dit je ne peux pas dire qu'il est dyslexique parce qu'il n'a pas encore 2 ans de retard. Il ne faut pas attendre qu'il ait 2 ans de retard pour commencer à faire quelque chose. D'où l'intérêt de prendre en charge très tôt les troubles du langage chez l'enfant, qui sont le lit des troubles du langage écrit. Les causes, alors il y a quelques anomalies structurales qui ont été mises en évidence. Alors, des ectopies neuronales par Galabiosa. Alors, ces ectopies neuronales sont des petites modifications qui ont été retrouvées sur des cerveaux d'autopsie chez des adultes qui étaient dyslexiques. Et on a pu retrouver en fait une prévalence plus importante. On a tous des petites ectopies neuronales, mais plus importante en nombre d'ectopies neuronales, notamment dans la région temporale et temporale gauche. Ce qui fait penser à certains que peut-être que l'origine était anténatale et liée à des anomalies développementales anténatales. Ce qui a pu être mis en évidence sur différentes études de morphométrie, c'est une perte d'asymétrie fonctionnelle. Vous savez que pour chez les droitiers, le lobe temporal gauche est un peu plus gros que le lobe temporal droit, mais à la naissance, les 2 lobes temporaux sont globalement symétriques. Et que les asymétries fonctionnelles, même si elles ont débuté un peu en fin de grossesse, elles se
constituent et elles vont devenir stables après l'âge de 2 ans. Les vraiment pratiques après 2 ans. Un enfant qui utilise préférentiellement la main droite après l'âge de 2 ans, c'est qu'il a un problème à gauche. Ces asymétries fonctionnelles, elles existent pour le langage, pour la motricité, pour l'attention, pour toutes les fonctions. On s'est aperçu que chez l'enfant dyslexique, il y avait une perte d'asymétrie, c'est-à-dire que les régions temporales droite et gauche étaient anormalement symétriques. Et puis enfin, plus récemment, ça c'est l'équipe de GCN2N qui a mis en évidence qu'il y avait des diminutions d'épaisseur corticale dans les régions ventrales, notamment occipito-temporales, des régions impliquées dans la lecture. Donc il y a quand même quelques anomalies structurelles qu'on peut mettre en évidence sur les techniques d'imagerie ou cette étude d'autopsie. Est-ce que ça veut dire que ces anomalies existent chez tous les enfants dyslexiques? Pas forcément. Ça veut dire en tout cas qu'il y a absolument certains enfants dyslexiques pour lesquels il y a des anomalies structurelles. Les anomalies de diminution d'épaisseur corticale, est-ce qu'elles sont la cause ou est-ce qu'elles ne sont que le témoin d'un défaut de maturation? Là encore, on n'a pas les éléments suffisants pour pouvoir répondre. Ce qui est important, c'est que quand on regarde les voies anatomo-fonctionnelles de lecture, sur les tâches d'imagerie fonctionnelle, à gauche c'est un travail qu'on a fait à Amiens. Vous regardez sur l'image du haut, en fait, les régions qui sont impliquées dans la lecture de mots, on voit très bien qu'on a impliqué à la fois les régions temporales, ce qui est tout à fait normal, et puis aussi l'activation des régions antérieures, parce qu'il faut du contrôle attentionnel. Si vous n'êtes pas attentif, vous ne pouvez pas. Quand on regarde en fait quelle est la région, ce travail qui a été fait à Amiens, qui permet d'identifier les pseudomots, charotte, picrado, des mots qui ne veulent rien dire, bon, on a déjà une région qui est beaucoup plus limitée. J'ai mis à droite un travail européen qui a été publié par Paolessu, qui était un travail qui avait été fait chez des enfants italiens, français et anglais, et qui c'est des adolescents et jeunes adultes, qui étaient dyslexiques et des témoins. Vous regardez en haut à gauche, ce sont les observations qu'on voit chez des témoins, avec une activation des régions temporales. Vous allez retrouver à peu près les zones de Wernicke et de Broca, impliquées dans le langage oral. Et quand on regarde en bas sur l'image, c'est quand on fait la soustraction entre les enfants, entre les patients dyslexiques en haut à droite et les témoins. Bon, on voit cette zone, en fait, cette zone qui n'est pas activée chez les adolescents et les adultes dyslexiques. Ce qui est intéressant, je n'ai pas mis l'image ici, c'est que si on regarde ce qui se passe dans les pays d'Asie, l'étude qui sont comparables a été faite au Japon. Au Japon, on ne lit pas avec des lettres, mais avec des idéogrammes. Aussi, il y a une forme de dyslexie là-bas, différente, mais qui existe aussi. Bon, on s'aperçoit qu'il y a aussi une anomalie de ce type-là, sauf qu'elle est un tout petit peu plus en arrière, un tout petit peu plus près des régions occipitales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une région innée à la naissance, prédestinée à la lecture, des lettres romaines, des lettres alphabétiques, ou des lettres cyrilliques, ou des lettres arabes, ou des lettres ou des idéogrammes asiatiques. C'est-à-dire que ces réseaux vont se constituer progressivement. Il y a certainement des facteurs génétiques culturels selon que l'on naisse en Asie ou en Europe, mais après c'est aussi le bain de langage et le bain visuel, parce que d'un enfant petit, il baigne dans un environnement visuel aussi. Donc tout ça, ça va aider à constituer progressivement ce réseau, et la dyslexie serait donc une anomalie de maturation de ces réseaux des voies de la lecture, favorisée certainement par d'autres facteurs génétiques, on en a parlé tout à l'heure, et puis peut-être des anomalies structurelles, donc vous venez de voir. Mais elles ne sont pas une cause isolée à cette dyslexie. Et on travaille de plus en plus sur maintenant, connectivité effective, c'est de regarder quels sont les liens qu'il y a entre les différentes régions cérébrales. C'est un travail aussi qu'on a fait à Amiens, qu'on avait publié, qui permet de voir qu'on peut regarder quelles sont les liaisons entre les différentes régions activées pendant une tâche de lecture. Ce qui est important, c'est ce que j'ai écrit en bas, c'est que les enfants dyslexiques vont utiliser principalement la voie directe, la voie ventrale, et ne sont pas capables d'utiliser la voie indirecte. Donc tout se passait comme s'il y a différentes voies cérébrales, différents réseaux qui se mettent en place, mais que les enfants dyslexiques, du moins il s'agit de dyslexie phonologique, ne sont pas capables d'utiliser les deux voies. Donc, du coup, ils vont utiliser une voie préférentielle et pas l'autre. Et la voie qu'ils vont utiliser est moins efficiente. Or, quand on doit lire, je rappelle qu'on va parfois utiliser différents processus. On peut utiliser des processus de bas niveau, on reconnaît automatiquement la lettre, la forme du mot, on l'identifie, et puis quelques